Voilà, nous démarrons à présent l'analyse de ce matin. Ce sera avec Marc Goudjanou et Henri Nyambodé. Bonjour Henri. Bonjour Carole, bonjour à tous les téléspectateurs. Marc, bonjour et merci à tous ceux qui sont toujours fidèles au programme. Alors bonjour Marc Goudjanou. Oui, bonjour Carole, bonjour Henri, bonjour d'abord à tous les auditeurs de Diaspora FM et à tous les téléspectateurs d'Eden TV. C'est un plaisir renouvelé d'être avec vous. Voilà, nous démarrons avec le quotidien L'Indépendant. L'Indépendant qui titre ce matin « Code électoral ». L'honorable Aladati clarifie l'intérêt, voilà, j'y arrive, du certificat de conformité. L'intérêt du certificat de conformité. Vous l'aviez suivi, Henri Nyambodé? Oui, comme tous les esprits avaient dit, j'ai suivi l'honorable Odena Aladati au détour donc de cette conférence qu'il a animée. Tout à fait. La première question qui m'est arrivée en tête, c'est de pourquoi le faire maintenant? Pourquoi clarifier aujourd'hui l'intérêt du certificat de conformité? Quand on sait que pour les élections, ça a jasé, ça a été même la pomme de discorde, ça a été même pour certains une stratégie utilisée par le pouvoir en place pour écarter les partis de l'opposition. Pourquoi le faire aujourd'hui? Pourquoi choisir le faire après des mois, des années? Je pense que on devrait se taire. On ne devrait pas encore créer un sillon de polémique. Remuer le couteau dans la plaie, vous voulez dire? Oui, tout simplement, parce qu'on sait ce que cela a produit chez les opposants. Chez certaines formations politiques, dans certaines formations politiques, cette pièce-là a été la pièce maîtresse qui a écarté beaucoup de partis politiques pour les élections. Et donc, des années après, revenir maintenant pour justifier, je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et pour moi, on devrait normalement garder le silence et ne pas remuer le couteau de la plaie. Marc Goudjanou. Oui, le certificat de conformité qui a suscité moult contestations et on a compris que en temps, c'était interprété comme un instrument qui servait à limiter la participation de certains partis politiques aux élections. Et aujourd'hui, si l'honorable Odena Aladati décide de revenir sur cette question, cela suppose que déjà même en leur sein, ils voient en cela un motif de contestation. Et ils voient également en cela des griefs qui sont en train d'être relevés depuis longtemps, depuis des années, par les partis qui avaient un temps été lésés dans leurs droits. Parce qu'il faut reconnaître que ce certificat de conformité est délivré par le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur travaille sous tutelle de qui? Du chef de l'État. Ne l'oublions pas. Parce qu'en réalité, la plupart des ministères ont un seul chef du gouvernement, et c'est le chef de l'État. Et donc, si en l'État, pour un document administratif de ce type-là, si ça devait être dérivé, mais pas une structure autonome, pas une structure qui est habilitée à pouvoir voir l'existence légale de ces partis-là, et que ce soit également au niveau du ministère de l'Intérieur, que ce document soit délivré, comme par exemple le document délivré par le service des impôts, par exemple, et donc le quitus fiscal, par exemple, qui est délivré par le service des impôts également, ça a dénoté, ça a montré alors l'insuffisance de cette pièce-là, qui était devenue en quelque sorte un instrument politique. Et donc, si l'honorable, sans que personne n'y fait référence, aujourd'hui revient sur la question, c'est comme si on se reprochait quelque chose à un moment donné et qu'on veut forcément clarifier l'inexistant. Qu'est-ce qu'il y a à clarifier là? Je pense qu'il n'y a rien à clarifier. Tout le monde a su et savait dans quel contexte ce document avait été exhibé, avait été demandé, exigé aux partis. Et on a compris les partis qui avaient pu avoir ce fameux
cette fameuse existence légale en ce qui concerne les partis politiques. Et donc aujourd'hui, si on revient sur la question, je pense que ça dénote également de tout ce qui ne va pas en matière de réforme politique, en matière d'exclusion de certains partis de la danse, de la fête politique, je dirais, parce que les élections devaient être en réalité des fêtes politiques où les acteurs politiques à divers niveaux, les militants également, puissent participer afin de donner la vivacité à la démocratie béninoise. Et partout ailleurs, c'est ce qui est fait de tous les jours. Et donc, ça devait ne pas être une contrainte, ça devait ne pas être une barrière pour les partis politiques, les empêchant, par exemple, d'avoir ce sésame-là afin de pouvoir... Sinon, en réalité, tous les partis qui existent déjà, aujourd'hui, depuis leur création, vous avez vu, on a vu la naissance d'un parti, le libéral, par exemple, c'est que ces partis ont normalement commencé par faire les formalités pour avoir l'existence légale. Et du moment où ils ont fini toutes les formalités, il n'y a pas encore autre exigence légale qu'on doit leur demander et qui doit être de façon exceptionnelle pour puisse leur permettre d'exister légalement. Et donc, si les assemblées générales ont été faites, si, en tout cas, toutes les conditions qui régissent l'enregistrement d'un parti politique au Bénin, ça a été fait, même si cela rentre dans la dynamique du système partisan, on ne devait pas empêcher les partis de pouvoir. Et lorsque c'est le ministère de l'Intérieur qui délivre ce type de papier, vous voyez avec quel regard les acteurs, surtout ceux se réclamant de la classe de l'opposition, vont pouvoir percevoir cela, puisque l'on a vu, c'est comme la même question qui revient avec les autorisations de manifestation, par exemple, ou de regroupement, où parfois on voit avec quelle facilité cela est délivré à certains partis politiques, et on voit avec quelle difficulté certains partis politiques l'ont, et ce qui limite alors le rassemblement, l'organisation et l'animation de la vie politique. Et donc il faut en tout cas se départir de ce genre de situation, et je pense que pour les élections à venir, on n'assistera pas au même problème. Si aujourd'hui, l'honorable Orden Aladetin est en train de soulever, est en train de revenir pour pouvoir clarifier cette situation, espérons que ça ne sera pas également un autre courroux d'étranglement que le pouvoir en place est en train de préparer pour les partis. Mais justement, est-ce que les partis politiques dites de l'opposition, avec ces sorties qui édifient, ne doivent-ils pas prendre déjà leur non, mais normalement, eux, ils n'ont pas ce problème. Normalement, ces partis de l'opposition n'ont pas ce problème parce que déjà, ils existent légalement. Et donc, déjà, ils ont des députés à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, maintenant, lorsqu'on parle... Je parle des autres partis. Oui, des autres partis de l'opposition. Je pense que oui, c'est nécessaire pour eux. Et aujourd'hui, avec le système partisan, c'est qu'on a voulu qu'ils s'y prennent tôt afin d'éviter les problèmes. La question, est-ce que c'est de s'y prendre tôt qui va régler le problème? Je l'ai dit tantôt, c'est un instrument politique. Lorsque la structure habilitée à délivrer ce certificat est une structure étatique, n'est pas une structure autonome, d'accord, qui est composée par exemple par les acteurs de la société civile, par les acteurs de la mouvance, par les acteurs de l'opposition, par tout qui est représentatif de toute la classe, d'accord, politique du Bénin par exemple, et que c'est la structure étatique, le ministère de l'Intérieur, qui est sous tutelle du ministre de la Présidence, du chef de l'État, d'accord, qui est habilité à délivrer ce papier-là, souffrait qu'on en fasse un instrument politique. C'est la même chose en ce qui concerne les quitus fiscaux. Et vous avez vu dans quelles conditions les problèmes que les partis ont rencontrés par rapport aux quitus fiscaux. Donc, c'est les mêmes problèmes qui les guettent aujourd'hui. Pourquoi ne pas sauter ce verrou-là aujourd'hui pour laisser les partis d'exister légalement en suivant un certain nombre de processus administratifs qui vous... Par exemple, quand vous voulez créer une entreprise, on connaît le processus. Quand le processus va au fin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas motif à ne pas vous délivrer votre registre de commerce. C'est exactement, si les partis à un moment donné suivent un processus, il n'y aurait pas après, à la fin, une barrière politique pour les empêcher d'exister légalement. Vous êtes d'avis? De point de vue, normalement, si une formation politique est réellement enregistrée au ministère de l'Intérieur et reconnue comme une formation politique règlement enregistrée, je ne vois pas, comment dire, pourquoi elle lui a exigé encore une pièce administrative qui
certificat de conformité. On ne devrait pas y arriver. Et il faut rappeler que la Cour constitutionnelle avait exigé en 2019 cette affaire-là pour que tout le monde ait le certificat de conformité. Ce qui a fait que, il faut le reconnaître, ça a été la pièce qui a fait que beaucoup de partis politiques n'ont pas participé donc, aux élections. Moi, je pense que le fait aujourd'hui, je reviens sur ma position en disant que non, venir l'expliquer aujourd'hui, je ne vois pas l'intérêt. Pas du tout l'intérêt, non, pas du tout. À moins que on est en train de préparer encore pour les élections générales de 2026, ramener le certificat de conformité. Et si en 2026 on ramène ça, alors là, on va encore écarter beaucoup de partis politiques. Vous vous demandez s'il faut ne pas déjà commencer par se préparer. Non, écoutez, vous allez, même si vous prenez 10 ans et 20 ans à vous préparer, on peut vous donner le certificat de conformité après le délai de constitution des dossiers. Et non, vous l'avez, mais vous ne pouvez pas participer aux élections. C'est ça aussi. Si on dit que c'est le jeudi, on doit arrêter donc, le dépôt des dossiers et qu'on vous délivre ça le vendredi. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas? Vous avez le certificat, mais l'usage, est-ce que vous pouvez encore l'utiliser? C'est ça aussi. Donc pour moi, c'est un instrument politique et il faut le reconnaître. Et Oden Aladati, président de la commission des lois, qui normalement devrait, si au temps fort des polémiques était sorti, avait fait cette sortie médiatique pour expliquer pourquoi la pièce a été créée, ça aurait tout son sens. Mais aujourd'hui, après des années, revenir à la face du monde pour l'expliquer, c'est encore créer une autre polémique. Et là, les partis de l'opposition doivent s'apprêter à d'autres choses. S'il n'y a pas le certificat de conformité en 2026, il doit y avoir une autre pièce qui leur sera exigée. Je dis n'importe quoi, mais déjà, il faut se préparer à tout. Et également préparer les militants. Oui, les élections générales de 2026, c'est des élections de grands enjeux, on le sait, mais il faut déjà avoir l'idée que ça ne va pas se passer comme les autres années, parce qu'il y aura beaucoup d'innovations, il y aura beaucoup de contestations sur un certain nombre de choses. Le certificat de conformité, peut-être qu'en 2026, on va encore ramener ça pour écarter un bon nombre de partis politiques. Mais je pense que si les partis politiques sont régulièrement enregistrés, il ne faut pas créer cette pièce-là. C'est l'avis de l'analyste Henri Ignon-Baudet. Nous allons aborder un autre sujet pour poursuivre l'analyse de ce matin. Il s'agit des réformes foncières au Bénin. Nous allons retrouver l'autre quotidien qui bientôt un numéro unique parcellaire pour sécuriser la gestion foncière. Lutte contre la mafia foncière au Bénin. Bientôt un numéro unique parcellaire pour sécuriser la gestion foncière au Bénin. Marc. Oui, il faut remarquer que le Bénin, en général, est confronté à ce problème-là, les problèmes liés à la gestion foncière. Et aujourd'hui, vous voyez, on a un tribunal même spécial qui traite de cette affaire-là. Cela dénote en réalité du problème, de l'ancrage du problème au niveau du Bénin ou au niveau de toutes les communes du Bénin, je dirais, parce que en réalité, la création de ce type d'identifiant unique, je dirais, en quelque sorte comme, je parlais d'un numéro unique parcellaire, un peu comme l'IFU, qui va permettre quand même d'avoir une traçabilité de toutes les démarches en ce qui concerne l'enregistrement, la détention d'une parcelle sur le territoire béninois. Parce qu'il faut remarquer que, en réalité, pendant tout le temps, le gouvernement a commencé par faire des efforts afin de pouvoir rendre un peu plus transparentes les transactions foncières, à améliorer la gestion et à favoriser un environnement propice pour pouvoir permettre aux gens d'avoir cette liberté-là, d'avoir cette confiance de pouvoir aller acheter les terres et sans pour autant avoir cette crainte que ça leur sera arraché d'ici là. Et pour pouvoir le faire, c'est un travail de longue haleine. Il faut déjà revoir en réalité le plan cadastral du Bénin
qui, selon les experts, est un plan qui est très vieux, qu'il faut moderniser, qu'il faut améliorer. Et cela part de là. Lorsque le plan cadastral sera mis en place et modernisé, mis à jour, ça va permettre de mettre en réalité en place tout le processus qui va pouvoir permettre aux citoyens d'avoir cela. Et donc, je pense que c'est une très bonne réforme parce que de jour en jour, la mafia foncière commence à diminuer un peu parce que vous constatez même que la plupart des acteurs qui sont censés vous aider à sécuriser même les terres sont mêlés à des malversations foncières. Les notaires, on a vu dans ce pays, des notaires qui ont été mêlés à ces affaires. On a eu des experts géomètres qui ont été mêlés à ces affaires-là. On a eu des maires qui ont été mêlés à ces affaires-là, des chefs d'arrondissement. Donc, tout l'ensemble, d'accord, qui devait normalement aider les populations à avoir une terre sécurisée, sont tous mêlés dans ce système-là de mafia foncière. Et donc, cela dénote en réalité de la gravité du secteur et qu'il faille prendre des mesures, réfléchir, trouver en tout cas une issue assez favorable pour pouvoir permettre aux citoyens d'avoir cette liberté-là aujourd'hui, de pouvoir acheter les terres aujourd'hui au Bénin. Et je pense que le président Patrice Talon, depuis son arrivée, a fait de grands efforts en ce qui concerne ce domaine. On l'a vu à partir de l'enregistrement par la NDF, par exemple, où il fallait faire un certain nombre de formalités afin de pouvoir rendre, en tout cas, légal sa convention de vente. Il y a également, au niveau des mairies aujourd'hui, vous prenez Abomey-Calavi, où il y a la plupart des conflits liés aux terres au Bénin. Aujourd'hui, que tu allais citer Abomey-Calavi. Oui, ça c'est normal. Citer la mafia foncière sans ne pas citer Abomey-Calavi, c'est passé à côté. Et aujourd'hui, même si vous allez par exemple au niveau du tribunal. Aussi connues comme, il y a d'autres communes également. Oui, non, je dis Abomey-Calavi est premier sur le plan national. C'est-à-dire personne ne peut lui arracher ce rang-là. Malgré toutes les réformes qui sont mises en place, on sait combien de maires ont pris part à la prison en mafia foncière. On sait combien de chefs d'arrondissement à Calavi ont pris part à la prison. On sait combien de sécu, combien d'experts géomètres. Et donc, Calavi est devenu une gangrène en matière de mafia foncière. Et aujourd'hui, il est bon temps que le chef de l'État ait vu l'importance de la nécessité de cette réforme afin de pouvoir quand même limiter les dégâts parce que c'est comme la corruption ou toute autre formalité administrative où c'est vrai on ne peut pas avoir zéro taux de malversation lié aux affaires foncières. Mais il faille quand même mettre des dispositions pour décourager tous ceux qui sont mêlés à cette mafia-là. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est difficile pour le Béninois, pour le salarié qui ne gagne pas grand-chose, de s'échiner pour économiser. Et pour dire, puisque pour le Béninois... À coup de millions. Voilà, pour le Béninois, il veut avoir là où rester, chez lui. Et ça fait partie de la priorité du Béninois lorsqu'il commence à travailler. Et quand il économise, peut-être il est à l'approche de sa retraite, et il économise, dit, je vais prendre une parcelle construite. Il prend, il construit, il se dit, bon, j'ai un soulagement, je vais pouvoir me reposer un temps soit peu avec mes enfants pour mes derniers jours, entreprendre mes travaux de retraite et... d'un coup, un huissier vient dire la parcelle ne vous appartient pas. Il revient à zéro. Parfois, il y a beaucoup de personnes qui meurent suite à cette mafia foncière. Et c'est tout un réseau. Et mis à part le fait de mettre un dispositif pour pouvoir légiférer là-dessus, pour pouvoir sécuriser, il faille également mettre un service de renseignement au point. Parce que beaucoup de réseaux sont constitués dans cette affaire-là. Et c'est des gens qui sont constitués en réseau. Ça part même de l'administration judiciaire jusqu'au petits du quartier. Et donc, il faille mettre un service de renseignement également pour pouvoir pister ceux-là, les enfermer, mettre fin à ces réseaux-là pour que ces réseaux ne continuent pas de pouvoir le faire, mis à part les formalités administratives qui sont en train d'être mises en place, qui sont en train d'être modernisées afin de pouvoir sécuriser les terres au Bénin. Henri Yamoda. Mais non, Mac a eu à brosser beaucoup de paramètres. Moi, je tiens à saluer déjà cette approche du gouvernement qui consiste donc à faire sécuriser donc, le foncier au Bénin. Tout dernièrement, c'est la Cour spéciale des affaires foncières qui a été créée, mais aujourd'hui, c'est le numéro
qui est identifiant, qui est annoncé. Je pense que ça participe également de la sécurisation des terres. L'autre chose que je voulais évoquer, vous savez, oui, Mac, j'ai ajouté donc Mac en disant qu'il a d'autres communes. Mais quand vous prenez Abomey-Calavi, où vous avez travaillé, vous prenez votre terre, après 10 ans, 20 ans, même au soir de votre vie, quelqu'un sort et dit que le domaine appartient à ses grands-parents. Et il sort un document bien signé, et antidaté et tout le reste. Mais on vous dégage et vous perdez tout ce que vous avez. Il y a même des gens qui, malgré les auditions, tout et tout, finissent par perdre leur domaine. Et ce qui est sacré, c'est la terre chez le Béninois. À part la femme, il y a la terre. Et je crois que avec cette politique, non, ne réagissez pas, c'est la vérité. À part la femme, c'est la terre qui est sacrée chez le Béninois. Si vous touchez sa femme, c'est que vous touchez donc un bien. Si vous touchez sa terre, c'est que vous touchez quelque chose. Et donc pour moi, oui, le gouvernement a bien fait de penser à cette innovation-là. Et le cadastre, déjà, je crois qu'au Ouedo, ils ont fait un premier essai à Ouedo. Et tous ceux qui ont des domaines de parcelles à Ouedo ont régulièrement donc enregistré leur parcelle. Et ça a montré, et l'engouement autour de cette opération de cadastre a montré, l'engouement des populations a montré qu'en réalité, les gens qui ont envie de sécuriser leur terre, qui ont envie que demain, quand ils vont peut-être bâtir, que leurs enfants ne connaissent pas les difficultés. Et je pense que le gouvernement doit déjà rendre public, rendre officielle cette opération-là sur tout le territoire béninois pour que demain, quand vous allez acheter, vous allez payer une parcelle, que vous payez la parcelle avec le numéro. On n'a qu'à parler donc d'enquête. Oui, vous savez, entre-temps, pour les opérations de lotissement, il y a des comités locaux qui sont installés. Mais ce sont ces comités-là même qui travaillent. D'abord, s'il y a des parcelles, des réserves administratives, des réserves, c'est ces comités-là qui vendent ces parcelles-là. Et ceux qui ont des domaines, des parcelles sur l'emprise où se déroule l'opération n'arrivent pas à trouver leur parcelle. Et donc, il faut même relever qu'il y a des géomètres qui, à partir donc des opérations de lotissement, arrivent à, je vais utiliser le terme, voler des parcelles comme ça. D'accord? Et les revendre. À magouiller. Ah oui. Vous dire des chutes de parcelles. Et puis, quand vous prenez une parcelle de 500 mètres carrés, après vous vous retrouvez à 250 ou 350 mètres carrés. Et puis, à peine vous avez l'espace nécessaire pour vraiment ériger une bonne construction et on ferme les vents, on ferme tout et tout. L'autre fois, j'ai appris qu'il y a un domaine à Calavi ici. Et quand le président Patrice Talon voulait travailler, ils lui ont montré un plan aménagé. Il a dit non, allez me chercher l'ancien plan. Et c'est ça qu'il a exploité. Et donc les gens se sont retrouvés face à leurs difficultés, face à des difficultés, parce qu'il a dit non, il y a un plan original, au départ. Quand on fait les opérations, il y a un plan qui est décidé, qui est laissé. Et donc après, quand on ferme les vents, quand on brade les réserves administratives, on ouvre d'autres. On met en place un autre plan. Et donc, je pense que cette affaire-là de numéro va régler un certain nombre de problèmes. Oui, la CSAF, la Cour spéciale des affaires foncières, travaille aujourd'hui. Allez voir, vous allez voir, il y a beaucoup de dossiers. Beaucoup de dossiers. Je me demande à quand la fin des litiges au Bénin. Non, je pense qu'il va falloir même décentraliser cette Cour-là. Pour plus d'efficacité, il va falloir décentraliser cette Cour-là, parce que même avec le personnel que cette Cour a, en tout cas le jugement concernant la plupart des affaires, ça va traîner. Il faille peut-être soit les décentraliser, mais soit les renforcer assez. Oui, sinon, je préfère les renforcer, parce que ce qu'on évite, c'est qu'il n'y ait pas de magouille encore à ce niveau-là. Que les gens, parce que les juges qui sont là, les magistrats, ils sont tous mêlés. Tout le monde est mêlé. Ne sont pas mêlés à des manifestations foncières. Aujourd'hui,
c'est comme, on se remet à cette cour-là pour dire, dites-nous le droit. Mais si en temps, on ne dit pas ça, mais s'ils sont mêlés à des malversations, c'est que l'objectif premier, l'idée première ne va pas aboutir. Donc pour moi, la politique, cette politique-là, cette dynamique-là doit continuer. Le chef d'État et son gouvernement doivent travailler pour que, au moins au Bénin, que quand vous arrivez à payer une terre, une parcelle, que vous soyez sûr que même après des années, qu'on ne vienne pas vous dire c'est le domaine de mon grand-papa, c'est le domaine de mes aïeux. Et c'est très souvent, c'est 4e génération qui viennent vous voir pour dire que non, j'ai un document de mon papa qui dit que cette parcelle-là ne vous appartenait pas. Alors que vous avez payé ça depuis 10 ans. Et lui-même, il a 8 ans. Et l'autre problème, c'est les agences immobilières aussi qui s'y mêlent. Oui, les agences immobilières. Parce qu'aujourd'hui, on se dit on ne peut pas faire confiance à l'individu qui se lève pour vouloir vendre un terrain. Et on va vers une agence pour être sûr de l'investissement que nous faisons avec notre argent. Et là, on se rend compte qu'ils sont encore mêlés à ces fraudes. Les agences immobilières, c'est encore mieux. Les notaires. On a vu des notaires mêlés à des malversations foncières. Mais pourtant, ils sont les premiers, c'est le haut niveau même pour pouvoir sécuriser les terres. Et à un moment donné, on voit des notaires mêlés à des malversations foncières. D'accord? Attendez, les agences immobilières ne sont que des entreprises. Ne sont que des entreprises. Et même en dehors des notaires, on a vu des magistrats mêlés, on a vu des juges mêlés. On a vu des avocats même qui sont censés vous défendre. Tout à fait. Qui sont mêlés, qui vous estoquent. Donc, en réalité, c'est une grande graine, quoi. Il faut vraiment mettre du poing sur la table. Et tel que Henri l'a dit, à travers cette cour des affaires foncières, je pense que cette cour a le veto, d'accord, de pouvoir, et on lui fait confiance. Vous comprenez, non? Genre, il n'y a plus d'autres alternatives, on lui fait confiance. C'est pourquoi on a mis là des personnes qui sont censées avoir une moralité donnée pour pouvoir quand même bien faire le travail. Juste qu'il faille quand même les renforcer, leur donner les moyens nécessaires, parce que c'est ça en réalité également l'autre question. Parce que s'ils doivent travailler au-delà même des heures indues, ils doivent donner beaucoup plus d'efforts, il faut quand même que la compensation financière va avec pour que leur regard ne soit pas tourné vers une tentation. Il y a ça aussi, parce que s'ils ont des promesses mirobolantes, ils vont céder. Et si ils ont des promesses de parcelles, c'est ça aussi. C'est ça, des offres les plus riches. Est-ce que la corruption dans ce domaine-là pourrait finir un jour concrètement? Il n'y a pas. Ça ne peut pas finir totalement. C'est comme les cas de vol ou des cas de corruption. Ça ne va jamais cesser. Mais qu'il y ait au moins une grande amélioration pour limiter les dégâts et même les quelques cas qui seront évoqués, que ça soit sanctionné, que ça soit détecté et que ça soit sanctionné. Aujourd'hui, et que le droit soit dit dans la vérité. Exactement. Parce qu'il y a des propriétaires qui perdent parce que tout simplement leur vis-à-vis a plus de relations et plus de moyens. Voilà. Oui, c'est ça aussi. Il y a cette réalité-là. Voilà. Oui, il y a cette réalité-là et je pense que au niveau de la Cour spéciale des affaires foncières, je pense qu'il y a quelque chose qui est fait et on ne regarde pas donc la tête du client. Okay. On ne regarde pas la tête du client. Pour ce que je sais, là, on ne regarde pas la tête du client. C'est le droit. Jusque-là, pour l'instant, c'est le droit. Et donc, il faut peut-être qu'on renforce le personnel pour il faut aller s'inspirer d'autres pays qui ont assez d'expérience en la matière. S'il faut aller se ressourcer au niveau de ces pays pour voir quel bourreau d'étranglement on peut mettre pour ces voleurs de parcelles, c'est qu'il faut le faire pour pouvoir quand même limiter les dégâts. C'est très difficile d'économiser pendant des années et que vous construisez même dessus et qu'à la fin on vous dise la parcelle n'est pas vous. Voilà, nous allons poursuivre avec Fraternité. Fraternité qui s'intéresse au renvoi des élèves en période d'évaluation. Les autorités haussent le ton, le phénomène persiste. Et ça, c'est vrai. Oui, je pense que ce phénomène est beaucoup plus remarqué dans l'enseignement privé. Il faut le remarquer. C'est beaucoup plus remarqué dans l'enseignement privé où l'État n'a pas totalement tous les regards qu'il faut afin de pouvoir demander aux chefs d'établissement d'être un peu compréhensible avec les parents
Parce qu'une chose est sûre, je donne juste un exemple où l'enfant a toujours fait votre école depuis des années, par exemple, et qu'il paie toujours la scolarité, et que la rentrée commence déjà peut-être en septembre, et vous dites déjà qu'en janvier, la personne doit solder, alors qu'on sait qu'il reste encore environ 4 mois. Pourquoi ne pas étendre un peu, donner la facilité aux parents de pouvoir échelonner le paiement pour pouvoir solder? Et là, c'est comme un contrat normalement qui s'établit. Et c'est ce qui doit être fait et encouragé par le chef d'établissement. C'est vrai que le ministre... La responsabilité des parents également. C'est vrai, oui, mais la responsabilité est partagée de part et d'autre. Des engagements qui n'honorent pas. Donc, non, généralement... J'estime que ces établissements se disent, voilà, un moyen pour... Non, vous ne comprenez pas ce que je dis, Madame Carole. Allez-y alors. Les établissements définissent par exemple une grille pour pouvoir payer la scolarité. Oui. L'autre alternative qu'ils doivent donner est de permettre à ce que le parent même vienne dire « Je ne vais pas suivre votre grille, je vais payer tel montant en octobre, novembre, décembre, janvier, mais il y a février, des parents qui mars, prennent ces engagements, mais qui ne les respectent pas non plus. Non, ça c'est les cas rares. Ne généralisons pas. C'est des cas rares. Mais c'est face à ce genre de situation que les établissements ne défendez pas les établissements. Non, je ne défends pas. Si le ministère... J'aide à faire la lumière sur le sujet. Non, c'est pourquoi je vous le dis. Vous prenez des cas d'exception. Non, je ne défends pas les établissements. Mais vous prenez des cas d'exception. Je vous dis, vous prenez des cas d'exception. J'aide à faire la lumière sur ce sujet. Si aujourd'hui, le ministère décide de tirer la sonnette d'alarme, soyez sûr que le mal est très ancré. Et donc, la plupart des parents sont confrontés à cette difficulté où parfois on ne doit pas empêcher aux enfants d'aller composer sous prétexte que l'enfant n'a pas soldé, n'a pas payé, alors que... D'autres retiennent même les cartes pour les alors que les mois d'année. Pour même finir l'année scolaire restent assez. Mieux, en ce qui concerne par exemple le fait de pouvoir faire des engagements par exemple, le parent dit, je donne juste un exemple, le parent dit, moi je vais pouvoir solder peut-être en mars, mais les gens établissements lui disent non, nous on ne peut pas te laisser aller jusqu'en mars. Déjà en janvier, toi tu dois solder. Alors que l'enfant est peut-être là depuis des années et peut-être la personne n'a pas un seul enfant dans cette même école. Et aujourd'hui, vous comprenez la difficulté que la plupart des populations rencontrent. Et on sait que l'État n'a pas pu mettre à disposition de toutes les zones des écoles qui sont des écoles publiques pour pouvoir permettre quand même à ceux qui n'ont pas les moyens nécessaires d'aller dans ces écoles-là. Il y a des zones, par exemple, où les parents sont obligés de mettre leurs enfants dans des privés parce qu'il n'y a pas d'école publique dans ces zones-là. Et donc, c'est une contrainte pour ces parents-là. Et quand c'est une contrainte, il faut des mesures pour pouvoir alléger quand même le paiement des scolarités à ce niveau-là. Parce que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Le parent ou le gouvernement fait des efforts pour demander aux parents d'aller inscrire leurs enfants à l'école, pour mettre l'accent sur la nécessité de mettre les enfants à l'école, de mettre les filles à l'école. Et dans cette même dynamique, vous demandez l'autorisation, vous avez une école, c'est vrai que vous avez des obligations financières vis-à-vis de vos employés, mais néanmoins, il faut jouer dans la juste balance pour pouvoir pouvoir équilibrer un peu les choses, pour que, en réalité, finalement, les enfants ne soient pas laissés pour cause. Parce que lorsque vous empêchez l'enfant de passer les examens, par exemple, ou parfois on interdit de leur donner les pièces nécessaires, par exemple, pour aller s'enregistrer au niveau de la direction des examens et concours, pour pouvoir participer aux examens nationaux, c'est très grave. Et je pense que même dans les dispositions qui sont prévues au niveau du ministère, ce n'est pas qu'on leur fait une exigence stricte, parce qu'on comprend la réalité des chefs d'établissement également. Mais on les encourage à aller beaucoup plus dans la facilité, d'accord, pour pouvoir permettre aux parents d'avoir cette facilité de pouvoir échelonner le paiement. Il y a certains établissements, ils sont très rigoureux là-dessus. Et dans la plupart des cas, c'est ce qu'on retrouve. C'est quelques établissements seulement. Je ne vous apprends rien. Moi, par exemple, au niveau de l'école, par exemple, de mes enfants, je dis, moi, je veux un contrat qui nous lie, qui me permette, par exemple, d'échelonner de telle façon. Maintenant, dans ce cas-là, si je ne le fais pas, je sais que la responsabilité est mienne.
Et donc, dans ce cas-là, je n'irai pas accuser l'établissement, je n'irai pas accuser le chef d'établissement. Même s'il faille que tu ailles faire un prêt pour honorer cet engagement précis-là, il faut que les parents sachent qu'ils ont cette obligation-là de pouvoir le faire, parce que quand ils font ces engagements, il faut qu'ils les respectent. Ça, c'est obligatoire. Mais ce pourquoi le ministère est en train d'attirer l'attention, c'est ce qui est remarqué de façon générale. De façon générale, c'est qu'il essaie de mettre la pression sur les parents en se servant des examens là pour pouvoir... Les évaluations, oui, forcément, pour les obliger, parce que ça compte pour les obliger, voilà, la réussite des enfants. Henri? Non, le phénomène dont nous parlons ce matin ne date pas d'aujourd'hui. Le renvoi des enfants, des élèves, en période d'évaluation, nous-mêmes, on a subi ça. On a été renvoyés. On a été renvoyés. On a collé des heures. C'est une fois, là. Oui, on a collé des heures. Parce que mon comptable a regretté, le comptable de mon établissement a regretté la seule fois qu'il a eu à le faire parce qu'il a été confronté à la colère de mon père. Oui. Et rappeler l'identité de votre papa, voilà. qui était encore habillé. Voilà. Et ceux qui n'ont pas quoi habiller. Donc, à l'époque, encore à l'époque. Et à chaque fois, quand on devrait renvoyer, on ne nous renvoie même plus. On l'appelle directement pour réclamer ou si ça reste, mais ils n'osent plus nous renvoyer. Les chefs d'établissement savent, ils font parfois à la tête du client. Oui, c'est comme le policier qui t'arrête, il réagit en fonction de celui qu'il voit en face. La dernière fois sur ce plateau, j'ai dit merci à mon directeur qui est un homme politique, c'est pas pour rien parce que papa est parti très tôt et après son décès, j'estime qu'il a été vraiment un père et qui a compris la situation et qui n'a pas du tout mis la pression à la vieille pour qu'elle puisse honorer ces genres d'engagement au sein de son établissement. Allez-y. Donne-moi la vieille. Merci, tout simplement. Pas la vieille, à maman. La dame est encore jeune, vous dites vieille. Vous dites maman simplement. Allez-y. Parce qu'elle a la possibilité d'être dotée encore. Allez-y. Ne pas provoquer Carole ce matin. Non, je disais que nous avons aussi subi... C'était une parenthèse. Ce phénomène-là. Mais ce qui est regrettable, c'est que il y avait une autre, en 2017, signée par Marion Capo, qui avait interdit ce phénomène-là, le fait de renvoyer les enfants. Mais la ministre actuelle, qui assume l'intérim du regretté, Kouaro, a encore revenu sur ça. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il faut pas. Est-ce que les chefs d'État ne peuvent pas trouver un autre mécanisme pour renvoyer les enfants? Aujourd'hui, je crois que la situation va s'améliorer parce qu'il y a un système là où tu ne peux plus quitter un établissement pour un autre sans payer les frais que tu dois à cet établissement. Et puis, il y a une communion d'informations. Voilà, Master, voilà le nom que je cherchais. Donc, avec cela, aujourd'hui, je crois que les établissements n'auront pas de difficultés face à cette situation. Oui, mais il y a quelque chose aussi. Vous savez, très souvent, moi, je donne aussi raison au chef d'établissement. Sinon, justement, si on ne renvoie pas certains élèves, je ne dis pas forcément en période d'évaluation, mais le parent ne va pas s'empresser de payer. Et puis, il y a des dépenses aussi par rapport à l'établissement. Oui. L'établissement aussi a pris des engagements vis-à-vis des travailleurs de l'établissement. On peut trouver d'autres mécanismes pour le faire. Ne pas renvoyer les enfants pendant les périodes d'évaluation ou d'examen, mais ne pas saisir également leur carte ou bien ne pas aller déposer le dossier. Le dossier, c'est déjà, quand même parti, en début d'année, déjà renvoyer les enfants pour aller chez... On peut prendre même 2-3 semaines pour aller pour renvoyer les enfants, même pour que les parents arrivent à régler les comptes. L'autre chose, c'est que il y a d'autres parents, même si on renvoie toute l'année, leurs enfants, ils ne vont pas payer. Ça, c'est l'irresponsabilité, tout simplement. Parce que il y a également le contexte social. Le contexte social. Vous savez, il y a des parents qu'il faut... Oui, mais il y a les écoles publiques. Certains parents n'ont pas voulu inscrire les enfants à l'école. Certains parents ont cette résistance-là. C'est malgré eux, ils ont inscrit les enfants à l'école. Parce que, bon, dans ces zones, il n'y a pas d'école. Ce sont les enfants même qui... Justement, il faut plus de sensibilisation. Voilà, une sensibilisation. Je connais des cas où c'est l'enfant même qui va travailler pour payer sa contribution. Parce qu'il a envie de décrocher par le bac, il a envie de décrocher le BPC, il a envie d'avoir un diplôme.
Et donc, le parent ne dit rien. Donc, si on le renvoie, il laisse d'abord les cours, il va faire aide-maçon sur 2, 3 semaines, 4 semaines, réunir les sous, et va payer. Et donc, oui, c'est normal qu'on interdise ça, mais il faut trouver également le mécanisme approprié pour faire renflouer les caisses des établissements. Le faire également, il y a des comptables qui, quand ils renvoient les enfants, on leur colle encore des heures. Et non seulement ça, on fait des interrogations et on ne reprend pas les interrogations. Les enfants sont obligés de chercher à combler ces notes-là, oui. C'est plus difficile. C'est difficile pour les enfants. L'autre chose, c'est que moi, je connais, il y a eu 2-3 années en arrière où on m'a dit, et j'ai été approché par un auditeur de ma radio, parce qu'il y a une directrice d'école qui a gardé par devant elle la convocation des examens de candidats. Et a dit, si vous ne le soldez pas, on ne remet pas la convocation. Donc, ils ont tout fait. Et les parents étaient obligés d'aller chercher de l'argent pour payer la veille, le samedi, le dimanche, pour que l'enfant ait sa convocation le lundi matin. C'est même stressant pour le candidat. C'est stressant. Donc, il y a quelque part l'irresponsabilité de certains parents, il faut le dire. Mais il y a également qu'on ne devait pas arriver à ce niveau-là, empêcher les enfants d'aller à l'examen en ne déposant pas le dossier. Vous savez, il y a eu des directeurs qui ont gardé par devant la carte d'identité, la carte scolaire des candidats, parce que l'enfant n'a pas payé. Et jusqu'au premier jour de l'examen, jusqu'au jour même de l'examen, ils avaient cette carte-là, parce qu'ils estimaient que c'est leur droit. Donc, il y a quelque part, il faut choisir un autre mécanisme qui puisse permettre aux parents de payer, mais également permettre au chef d'établissement de renflouer les caisses de l'établissement. Par exemple, pour les élèves de la 6e, quand ils commencent, c'est que vous payez tout d'abord, avant qu'on nous attribue donc la classe à l'élève. Pour les candidats à l'examen, je pense qu'il y a un mécanisme également dans d'autres collèges où on essaie de gérer pour que le parent paye la totalité de la contribution scolaire. Moi, je dirais tout simplement aux parents, avant de boucler l'analyse de ce matin, de ne pas attendre l'année nouvelle avant de commencer par préparer. Au cours d'une année, préparer déjà à l'avance l'année scolaire prochaine, cela faciliterait les choses parce qu'on sait que les temps sont durs, mais il y a un engagement, il y a la responsabilité des parents, c'est un devoir vis-à-vis de nos progénitures afin de leur assurer un avenir meilleur. Merci à tous ceux qui nous suivent, merci aux téléspectateurs, merci aux amis internautes, merci également aux auditeurs de la 102.3 qui nous suivent en direct depuis la radio Diaspora FM.